Ton. Le mettre au fond. Passe ton ballon. Aux armes. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu sais quoi? On va les rouetter, mais on va les défoncer, mais on va les niquer, Rachel. Mais c'est pas possible ça, on dirait des minots. Putain, mais vous pouvez pas l'écouter parler. Ravanelli. Putain, il a le compas dans l'œil, lui, hein. Oh, mais ne lui mets pas une coup de tête dès qu'il arrive, hein. Mais lâche-moi, toi. Allez, casse-toi, petit, là. Oh, mais tu pues, toi! Franchement, tu es une casse-couille, là. Alors, tu nous fais une flamme parce qu'on se détend un peu, quoi, voilà. Oh, mamie! Mais ma formation, c'est le football. Et le football, c'est ma passion. Passe ton ballon. Go, le mettre au fond. Passe ton ballon. Go, le mettre au fond. Allez, c'est bon, les gars. Allez, c'est bon. Passe ton ballon. Allez. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon et on est de retour pour cette 3e saison de votre podcast préféré. Quel plaisir de vous retrouver après 2 mois quasiment sans émission. On est repartis tous ensemble pour une 3e année de Passe ton ballon dans un format qui va un peu changer, on va vous expliquer tout ça. On espère en tout cas que vous passez un bel été, que vous êtes aussi heureux que nous de nous retrouver, que vous allez tous bien, que toute la team des fidèles sera encore là. Pour vous dire la vérité, on n'avait pas forcément prévu de reprendre aussitôt dans la saison, mais vous avez été nombreux à nous envoyer des messages pour nous demander quand est-ce que Passe ton ballon allait revenir. Eh bien écoutez, on a entendu vos appels et on a décidé de rechausser les crampons un peu plus tôt que prévu. Et écoutez, c'est un vrai bonheur de vous retrouver. Merci à tous en tout cas pour vos messages, vos tweets. Et on espère que cette nouvelle saison vous plaira autant, si ce n'est plus, que les précédentes. Et comme chaque saison, et bien sûr, je suis évidemment entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, auteur de ce magnifique jingle d'entrée que vous avez pu entendre, et d'autres petites surprises que vous pourrez entendre tout au long de l'émission. Salut Idriss. Salut Mathieu, salut l'équipe, salut à tous. Il y a déjà les anciens qui sont là sur le chat. Je suis joie d'être avec vous et de reprendre le meilleur podcast qui existe sur l'Olympique de Marseille, la Culture Club. Gros Nono qui est déjà fan de ton générique. Hein. Magnifique générique. C'est un générique d'une fois. C'est juste pour marquer le coup. Après, ça sera un one-shot. Voilà. Après, il y aura un nouveau générique, toujours tiré du même film, que j'ai déjà préparé pour les prochaines émissions. Voilà. Mais voilà, celui-là, il était spécial pour la première. On vous le repassera quand même. Je le remettrai à la fin. Ça sera le générique de fin de saison. Voilà, pour marquer le coup. Le teaser. Avec nous également, celui qui souhaite que Twitter restreigne les utilisateurs à seulement 3 tweets par jour. Bonsoir, Ama. Salut Mathieu, salut tout le monde. Oui, non, ça fait partie de mon projet, ça, un jour. Faut savoir qu'Ama nous envoie régulièrement des comptes à Idriss et moi en nous disant lui, je l'ai masqué parce qu'il tweet trop. Lui, il m'a saoulé, je l'ai masqué. Avec des décomptes. Avec des décomptes. Donc on lui a dit, mais au final, tu as combien de personnes sur ton Twitter? Mais non, il n'a plus personne. Non, c'est surtout ce quand on dit des conneries, quoi. Donc du coup, pendant 2-3 semaines, je masque, puis... ça, c'est vrai qu'on en lit des conneries. Non, mais tu sais, il nous envoie les trucs en disant « Oh, il a fait 33 tweets par jour !» Je l'imagine compter dans son canapé. Ah, il est incroyable, c'est pour ça qu'on l'aime. Tu as raison, la qualité avant la quantité. C'est important. Que la qualité, comme dirait quelqu'un de Pasteur. Mais bref. De cher à cette émission. Qui devrait faire son retour. Oui, peut-être. Ouais. On est en négociation comme l'OM est en négociation avec Alexis Sanchez. Je suis pas sûr que Azir reçoive le même accueil à Marignane que va recevoir Sanchez. Mais on regarde l'état du chat quand on annoncera son retour, tu verras. Pour moi, il le méritera. Et enfin, toujours fidèle au poste, celui qui enchaîne les émissions et les spaces en ce moment et que vous pouvez retrouver après cet épisode dans Animaux à adopter sur C8 et demain matin en compagnie de Julien Courbet dans Ça peut vous arriver sur M6. Bonsoir Merwan. Salut à tous. Franchement, tu marques un point parce que moi-même, je vous en parlais un petit peu avant l'émission. C'est vrai que ça me fatigue un peu parce que c'est pas pour faire la star du tout, mais beaucoup de potes sur Twitter et très content de faire les spaces avec eux. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a de l'actualité, donc on m'a demandé de faire pas mal d'émissions, mais j'avoue que c'est fatigant. Et que Twitter, ça prend le chou au bout d'un moment. L'homme qui était partout. Je lance un space, il est dedans. Mais toujours aussi pertinent. Moi, je reçois des notifs. Merwan en fait, là, tu parles de ça pour les spaces d'Ambou, je suppose. Ah ouais, mais les spaces d'Ambou, alors j'ai rien contre lui, on le salue d'ailleurs. Hein, mais moi, ça me tue parce que j'ai l'impression qu'il fait des spaces de 19h sur une journée de 24 heures. Ça me broie. C'est les seuls spaces où j'étais récemment. Sinon, t'es avec 13, mais t'inquiète, on prend bien la blague.
Moi, je l'aime bien, Ambou, c'est un bon gars, mais c'est vrai que des fois, tu rigoles parce qu'il se passe n'importe quoi avec l'OM et il y a le Space qui dégaine 5 minutes après. Ah ouais, Donc, ouais, ça me tue. tu sais, j'avais fait Il y a la... un space de débrief de la conf de Longoria. J'ai dit, les gars, Et j'avais fait la vanne la dernière fois, j'avais dit, tu imagines Longoria, il tape quelqu'un sur la route de la commanderie, d'un coup, Ambou, il dégaine, Space constat. Allez, c'est parti, on y va. space débrief de la patate. On salue tous les fidèles qui sont là. Je vois Gros Nono, évidemment. Yanis, toujours fidèle au poste. Chiboulon, Ibra, Carter Schnin, on parlait de toi, notre cher Azir, qui dit arrêtez de dire n'importe quoi. Messi, Petit boulon qui nous regarde depuis le Cambodge, les gars, on l'embrasse très fort. Ah bon, on t'embrasse alors, Chiboulon. Tonio Massilia, mon petit Anthony, que je salue tout particulièrement. Ariles, qu'on salue aussi. Donc, il y a du beau monde, ça fait plaisir. Vous êtes toujours là, les gars. Donc, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Les amis, un programme en plus aussi chargé que l'actualité de l'OM aujourd'hui. On va évidemment revenir sur cet été mouvementé qu'a connu le club, hein, parce qu'on s'est quitté avec Sampaoli entraîneur. Tout allait pour le mieux. Voilà, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et là, on va évidemment revenir sur tout ce qui s'est passé depuis un mois, voire un peu plus du côté de l'OM. Hein, entre le départ de Georges Sampaoli, l'arrivée d'Igor Tudor, un peu moins d'une dizaine de recrues. Et c'est pas fini. Hein, il y en a une qui en approche au moins une. On va bien sûr revenir largement sur la victoire face à Reims obtenue dimanche, sur ce mercato, sur ces matchs de préparation. Et l'inquiétude suscitée à la fois par les résultats et les méthodes d'Igor Tudor. Bref, il y a énormément de choses à dire, donc sans plus tarder, et c'est reparti. Passe ton ballon, saison 3, épisode 1, c'est parti, Idriss, jingle. Les gars, je vous propose de débuter par ce qui est plus frais. On parlera plutôt de l'été mouvementé, de départ de Sampaoli, etc. un peu plus tard dans l'émission, mais je vous propose de faire aller peut-être 10-15 minutes sur le match de dimanche, parce que c'est ce qu'il y a de plus récent, là, cette victoire 4-1 au Vélodrome face à Reims. Déjà, j'ai envie de vous poser une première question, les gars. On est d'accord que l'OM joue le titre, hein? Je pense qu'il n'y a pas de... Ah bah bien sûr, il n'y a pas de débat là. Pourquoi pas? Non mais les gars, est-ce que c'était une victoire un petit peu... allez, je vais pas dire étonnante, mais on était un petit peu surpris quand même. Et on s'attendait pas vraiment à assister à un tel match, à un tel score. Je sais pas comment vous l'avez vécu, les gars, vous de votre côté. Lance quelqu'un, parce que sinon on va parler tous en même temps. Vas-y Idriss, tu as pris la parole. Vas-y, oui, un peu surpris. Moi, j'ai vu que 2 matchs amicaux, contre Norwich et contre Milan, parce que j'étais au stade. Et c'est vrai que en plus de ce qu'on a vu pendant les matchs amicaux et les échos qu'on a au club, que ce soit dans les bureaux ou surtout des joueurs pour ce qui me concerne, j'abordais pas ce premier match avec toute la confiance du monde. Et grâce à un adversaire quand même très faible, même s'il faut le faire aussi, mais voilà, c'est à noter. L'OM a rendu une copie très, 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 très propre. On a vu des idées, même si tout n'était pas parfait, des idées, des pistons qui savent centrer, des pistons qui savent attaquer. Under très remuant au service de son équipe, un double pivot Guendouzi-Rongier qui a l'air de jouer ensemble depuis 25 ans, même s'ils étaient déjà ensemble l'année dernière. Bref, non, c'était une copie très, très propre et enthousiasmante. Donc à voir, ça continue samedi prochain face à Nantes. Est-ce qu'on m'entend moi? Oui, on t'entend très bien. Bien sûr qu'on t'entend. Ok, écoutez, moi un peu le même sentiment qu'Idriss, surpris, mais aussi pas forcément, parce qu'en fait on avait déjà vu, on va dire, des ébauches de style de la part de Tudor en amical, même si évidemment c'était lacunaire, et surtout que les productions, ça s'effondrait très vite. Pour le coup, moi ce qui m'a surpris véritablement, c'est pas tant le style, mais plutôt le fait que les joueurs on semblait adhérer finalement à la doctrine Tudor, alors que la semaine dernière et celle d'avant, c'était pas du tout le cas sur le terrain. Et on a vu une équipe qui n'a pas lâché, en fait, en dépit des lacunes sur le terrain, du manque de continuité dans le pressing à certains moments. Et finalement, on a tous été agréablement surpris, je pense. Donc oui, surpris et franchement très heureux aussi. Est-ce que c'était convaincant, toi, notamment la première mi-temps, on a vu le match ensemble. Est-ce qu'on peut parler de victoire convaincante, même s'il y a encore des choses à travailler, évidemment, hein, mais... Convaincante, disons qu'elle fait du bien pour la confiance, mais moi, au-delà du résultat, je voulais d'abord voir le style, car comme vous le savez, moi, les matchs amicaux, je m'en cague, mais complet. Ça fait des saisons que je ne regarde pas les matchs amicaux. Bon, j'ai quand même lu à gauche, à droite ce qui se disait autour de l'équipe, donc j'étais un peu curieux de voir si cette... Je mets un erratum sur ce que tu viens de dire. Je mets un erratum sur ce que tu viens de dire. On a regardé la première mi-temps d'OM Milan chez toi.
Oui, le lendemain. En différé, mais on a. Et on était 6 à parler, évidemment. C'est vrai que c'était pas non plus. Non, mais bref, donc je n'ai absolument pas regardé les matchs amicaux. Et donc, au-delà de la morosité ambiante, je voulais voir quel était vraiment donc, le style Tudor. Et là, pour le coup, la première mi-temps, surtout les 20 premières minutes, on a vu que c'était beaucoup plus direct que Sampaoli. Est-ce que ça sera tenable sur le long terme? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, les 20-30 premières minutes, ça me donne envie de voir la suite, quoi. On voit des latéraux qui se projettent, qui centrent, on attaque à plusieurs, on attaque vite. Non pas que je n'aime pas le style Sampaoli, j'aimais bien le style Sampaoli pour ma part, mais disons qu'il y a une vraie différence. C'est surtout ça qui m'a marqué. Après le résultat, il est limite anecdotique. Je ne sais pas si c'est Merwan ou Idriss qui l'a dit, mais ouais, l'équipe de Reims était très faible. Il manquait plusieurs joueurs, donc j'attends de voir face à une autre adversité. Un peu pète sec là, moi, je trouve assez dur parce que certes, déjà moi Reims, je respecte toujours cette équipe en Ligue 1. Certes, il y avait des absents, mais je trouve que par rapport à une première journée de championnat où on est à la phase que l'on connaît sur le plan physique, c'est-à-dire que tu es préparé, mais tu n'es pas encore à ton optimum. Il y a quand même pas mal de motifs de satisfaction. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu les défauts qu'on a vus. Je m'attendais à pire. Franchement, moi, je te trouve un peu dur. Je pense qu'on peut vraiment être satisfait de ce qu'on a vu, tout en reconnaissant que cette équipe elle a encore beaucoup de travail. Mais on a toujours aussi, en fait, moi, j'ai un peu de mal avec le fait qu'on se tape dessus en disant on est nul en amicaux, etc. Et puis là, quand on gagne, c'est l'adversaire qui est nul. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais pour le coup, apporter un truc supplémentaire à mon propos. Non, moi, en tant que supporter, je suis très satisfait de ce que j'ai vu. J'essaie juste de prendre un peu de hauteur par rapport à la suite, parce que je connais l'OM, je sais comment c'est, on sait tous comment c'est. J'ai pas envie de m'enflammer, j'attends de voir, mais c'est sûr que par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à tous les changements qu'il y a eu, mais tout ce que ça implique par rapport à toute la préparation qui a été très lourde, aussi bien mentalement que physiquement, oui, sortir un match comme ça et surtout une première mi-temps comme ça, c'est limite inattendu, c'est très satisfaisant, on va pas se mentir, on va pas faire le pet sec comme tu dis. Il y a Ibra qui nous dit, peut-on appeler ça une douche chaude? J'aime bien l'image. C'est vrai que vous connaissez la théorie de la douche froide, de la douche chaude. C'est vrai que c'est pas mal. Lexington qui nous dit, ça me fume les postures aigries. Regardez, moi je suis aigri, je critique Tudor et l'OM. Après, il y avait quand même des arguments aussi qui valaient dans ce sens-là. Hein. C'est vrai qu'il y a eu une tendance un petit peu pessimiste, mais il y avait des arguments qui pouvaient pousser à l'inquiétude. Et pas juste des matchs amicaux, hein, on en parlait. Non, bien sûr. On avait des échos de vestiaire qui étaient très, 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 très négatifs. On va voir ce qui en est sorti dans la presse. Et croyez-moi, il y a eu d'autres choses qui sont pas sorties encore ou qui sortiront pas. Mais voilà, il y a eu, ça a été un premier mois d'entente assez compliqué entre Tudor et ses joueurs. C'est ça qui rend la rencontre d'autant plus étonnante, c'est que derrière, tu as un match et tout le monde est mobilisé, tu vois. Même Tudor, dans sa conf d'après-match, quand on lui parle des sifflets, il a vraiment éludé la question. Il a dit, maintenant, on est tous dans le même sens, ils ont toujours raison. Et moi, je fais mon taf, quoi. Tant bien. Tu vois. Vraiment étonnant. Et Tonio qui nous dit le spectre Mitchell et son premier match. Alors, comment ne pas y penser, évidemment, ce premier match avec Mitchell. En vrai, tu sais, mais il a raison, c'est dans mon subconscient, mon inconscient. C'est ce match-là qui me fait dire, tu sais quoi, t'enflamme pas, reste calme. T'as vu un 6-1, t'as eu des unes de journaux, on se régale, etc. On verra. En tout cas, au-delà du résultat, comme tu le disais, Ama, on a vu des principes de jeu, en tout cas sur la première période, très clair, hein, beaucoup d'intensité, un pressing haut, du jeu très vertical, ce qu'on peut appeler, alors j'aime pas trop ce terme-là, mais la patte Tudor. Est-ce que on peut déjà tirer les premiers enseignements? Alors, j'aime pas trop non plus ça aussi, mais est-ce que déjà vous avez vu des petites des premières idées, des premières choses qui vous ont emballé sur cette première période, sur ce que peut mettre en place Tudor? Ah ben si, que quand même, le fait d'attaquer assez rapidement, même si j'aimais le style Sampaoli, Mathieu, on va tout le temps au stade ensemble, il y avait certaines actions, on s'arrachait les cheveux parce que on faisait de la passe à 10 et on refaisait des passes encore, sans essayer de trouver la faille. Là, c'était plus direct.
encore une fois, est-ce que face à des adversaires plus huppés, on pourra avoir ce style de jeu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a une vraie différence dans la philosophie, je trouve, vraiment. Mais d'ailleurs, le stade s'est pas trompé parce que le stade s'est emballé rapidement. J'ai l'impression que l'équipe a emmené un petit peu le stade avec elle. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu d'ambiance sans ce début de match, hein, évidemment. C'est rare les premières journées ça a sans contribué à emmener l'ambiance avec elle. Oui, Idriss. Non, je disais, c'est rare les premières journées sans ambiance, parce qu'on connaît le Vélodrome l'été. Il y a beaucoup de touristes, et moi, je le dis pas de façon péjorative ou négative. Pour moi, c'est bien, parce que c'est des supporters qui profitent d'être là pour aller au stade et qui se donnent à fond. Ils n'ont pas le fatalisme de ceux qui ont la chance de venir une fois tous les 15 jours. Donc, il y a tout le temps de grosses ambiances lors des premiers matchs au Vélodrome. Non, mais je disais ça parce que ça aurait pu tourner au vinaigre, tu vois. Bien tu sûr. fais un début Surtout de match quand tu vois que contre Milan où tu fais pas grand-chose. Surtout quand tu vois que les mecs sifflent le coach dès la composition d'équipe, tu te dis si la première action du match c'est un poteau de Reims, c'est comment derrière? Oui, voilà, Bien sûr. exactement. Ridicule d'ailleurs les sifflets, les gars, non? Oui, bien sûr. Oui, oui. On va en parler plus tard, mais franchement, j'ai trouvé ça ridicule. Oui, c'était ridicule. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est même minable, faut dire les termes. J'ai pas compris. Après, compris. vous qui étiez au stade, ça venait de tout le stade ou ça venait d'une partie, des virages? Je pose la question. Ah non, je sais pas ce que va dire Mathieu, mais pour moi, il y avait même des gens en virage qui ont sifflé, et notamment dans le sud, là où on est, quoi. Oui, ça venait d'un peu partout. Ouais. Ça venait de partout, ok, d'accord. Ouais. C'est drôle quand même parce qu'on se targue d'avoir un public avec des valeurs qui rentrent pas dans le bruit médiatique. Mais bon, déjà, d'une part, tu applaudis Verretou, ça c'est dit, on ne s'épanchera pas. Moi, j'ai déjà eu ma position là-dessus. Si vous voulez écouter, on ne parlera pas de Verretou ici, mais si vous voulez écouter, il y a un space DJ qui est sur le Spotify de 13 avec Nordine et Merwan et Alba, si je ne dis pas de bêtises. Donc, exactement. Ça résume pas mal ce que nous, on pense ici aussi, on ne va pas faire doublon. Voilà, et aussi parce qu'en fait, derrière, tu as un public aussi qui se plaint souvent d'être instrumentalisé ou qu'on veut nuire au club via le bruit médiatique. En fait, tout le monde est tombé dedans, là, en sifflant Tudor. Ils ont sifflé parce qu'on n'a pas gagné la Coupe du Monde des matchs amicaux, d'accord? Parce qu'on a été un entraîneur avec 0 match officiel, quand même. Et il faut le dire. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que 10 minutes après le coup d'envoi, tout le monde était à fond. Tu vois, donc, ouais, exactement. Non, c'est consternant. Tu fais bien de souligner ça, Merwan. C'est vraiment minable et indigne de la réputation du public marseillais. Vraiment, j'avais vraiment la haine quand j'ai entendu ça. Ouais. C'était le premier moment what the fuck du public avant l'ovation incroyable réservée à Arkadiusz Milik que je ne m'explique toujours pas. on y reviendra un peu plus tard. Milik, c'était étonnant. Juste 2 secondes. On avait attrapé ma veste par rapport à ça quand je disais que c'était l'un des gens les plus acclamés par certains groupes de supporters. Quand tu vas au stade, tu le constates. Et ben là, c'est encore le cas. Et je sais toujours pas pourquoi. Juste les gars, Milik, je suis en mesure de confirmer l'information qui a traîné sur Twitter, sur la presse italienne, pardon, celle aujourd'hui. Sanchez Ah, merci. Attends, elles sont pas Malo, les exclus. On n'a pas des exclus. Non, déjà, Alexis Sanchez, ça fait 3 semaines que je vous le dis. Et deuxièmement, Milik, ça fait. Oui, il intéresse bien la Juve, mais qui n'a pas encore lancé d'offensive. Ils sont toujours en train de voir ce qu'ils peuvent faire. Attention, Idriss. Milik à la Juve, tu en avais souvent parlé, donc j'espère que tu seras sûr cette fois. Alors écoute, j'en ai souvent parlé et j'étais toujours dit que c'est Allegri qui avait fait capoter le truc, sinon il y était déjà l'année dernière. Et regarde, je t'ai dit, Allegri va pas le prendre, il va prendre Morata. C'est toujours Allegri le coach. Non, mais après ça change. Mais je te disais l'an dernier, quand je te disais Milik va aller à la Juve, il y a eu un changement d'entraîneur derrière et je t'ai dit, regarde, il va récupérer Morata. 1 mois plus tard, il a récupéré Morata. Bref. Après, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai les mêmes bruits que les journalistes italiens dessus. Milik intéresse bien la Juve. Donc il y a une possibilité. On parlera mercato un peu plus tard, Bref. Mais en tout cas, s'il y a un attaquant à partir qui ne rentrerait pas dans le style de jeu Tudor, et c'est ce que disent Ariles et Tonio notamment dans le chat, c'est que bon, c'est Milik, quoi. Milik ne semble pas fait pour ce style de jeu d'intensité, de verticalité, comme on souhaite l'installer parmi tous les attaquants que contre l'OM. C'est peut-être celui qui correspond le moins à ce style de jeu. Ça fait beaucoup de styles de jeu dans lesquels il n'est pas adapté, hein. C'est vrai. Là, du prêche convaincu, je suis loin d'être fan de ce joueur. Donc, je vous invite à réécouter la tier list de l'année dernière et nos discussions sur Milik. Voilà. Exactement. Les gars, on va revenir rapidement sur cette victoire donc face à Reims. Parler peut-être de la défense, peut-être un
on a beaucoup parlé de ce qui a été bien sur ce match-là, l'intensité, la verticalité, etc. On a vu peut-être un peu de fébrilité défensive. Est-ce que ça peut constituer une inquiétude pour la suite, notamment du côté de Balerdi qui fait encore son erreur habituelle, qui coûte un but. Le mot Là, je te fais une passe décisive. Merwan, je te fais une passe décisive. Balerdi. On est bien en retrouvailles là. Moi, tu sais que je l'ai lancé sur le live du Phocéen juste après le but, parce qu'au début, je voulais rien dire et tout par rapport aux erreurs et tout. Et après le but, je fais voilà, une action qui va faire plaisir aux balerdo-sceptiques. Et il y avait des gens dans le chat du Phocéen qui avaient la ref, ça m'avait fait plaisir. Mais vous avez vu quand même, les gars, que j'ai toujours essayé d'être juste avec lui et que vous avez même vu que j'ai nuancé ma position récemment en disant que j'ai envie de le voir réussir à l'OM. Mais force est de constater, en fait, pour moi, vous savez quoi, avant de parler de Balerdi, parce que pour moi, c'est juste un symptôme, parce qu'il a toujours été comme ça, c'est qu'en fait, moi, ce qui me fait peur dans cette défense, c'est qu'on a 3 défenseurs qui ne sont pas faits pour jouer sur les côtés. On a Gigot qui joue dans l'axe, bon, c'est très bien. Mbemba, qui pour moi, techniquement, dans la conduite de balle, c'est trop fébrile pour apporter vraiment balle au pied. Et à gauche, on a Balerdi ou Isaac Touré. Isaac Touré à voir dans le futur, mais c'est peut-être un peu brut pour se prononcer pour l'instant. Et Balerdi qui, à mon sens, est incapable de rester concentré 90 minutes sans faire d'erreur. Ensuite, tu as Douye Tchaletatsar qui n'a pas le profil pour jouer sur un côté. Dans l'axe, ça peut aller. Mais lui, sur le plan de la relance, c'est plus du jeu long que du jeu court. Bref. Et du coup, en fait, derrière, tu te retrouves avec des défenseurs qui sont mobiles, mais pas vraiment adaptés dans une défense à 3 ou 5, où ils doivent couvrir des grands espaces, ce qui fait que sur les côtés, en fait, tu te fais ouvrir. Parce que Nuno Tavares et Jonathan Klaus, c'est pas vraiment des vrais latéraux qui vont fermer leur côté. Et si tu n'as pas des défenseurs qui sont à même de le faire, tu vas te retrouver un petit peu dans la mouise sur tes transitions défensives. Et on l'a vu encore contre Reims, on l'a vu en amicaux, et je pense qu'on va le revoir tout au long de la saison. Et en fait, le truc, c'est que Balerdi, il pouvait avoir un profil parce qu'il est mobile, qu'il est technique, qu'il arrive quand même à rattraper ses adversaires en profondeur. Mais là, encore une fois, 75e minute de jeu, il déconnecte. Et tu le vois, en fait, qu'il déconnecte. Quand déjà, il fait le geste, ce geste, il ne doit même pas le faire, il doit mettre son corps en opposition. Et derrière, il lève son pied comme moi, je lève mon pied après un five, après 1h30 de five, tu vois. Et le truc, je regarde ça, je suis ahuri, je fais, mais en fait, ça ne m'étonne même plus, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, on aura aussi besoin de recruter un défenseur central gauche qui soit un petit peu un spécialiste de la relance. En fait, un peu comme, je pense qu'il nous manque un petit peu notre équivalent de Saliba, mais cette saison. Donc ouais. Donc moi, franchement, je suis inquiet. Moi, c'est Ariès qui propose la solution Ama. Ariès nous dit Ama est meilleur que Balerdi. Alors je soupçonne une connivence familiale dans ce commentaire. Ah oui. Tu peux enlever la supposition. Moi, je suis un peu comme Merwan. Mais moi, c'est à l'inverse, c'est que autant Merwan a changé d'avis pour se dire peut-être qu'il y a quelque chose. Moi, depuis le début, je suis dans le train Balerdi. Mais tu sais... Non, il n'y a rien. J'ai juste envie de le voir réussir, mais il n'y a rien pour moi. Oh, non, mais écoute. Le truc, c'est que pendant le match, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que c'est sa 3e saison déjà là. Et j'ai essayé de réfléchir à est-ce qu'il a progressé depuis son arrivée. Je pense un petit peu, je ne vais pas aller me retaper les premiers matchs sous Villas-Boas, mais bon. Je me dis, est-ce qu'il a vraiment progressé depuis 3 ans? Je sais pas. Je pense même que la réponse est non. Donc, je suis très, très sceptique. Au-delà d'avoir quelqu'un qui aurait le profil de Saliba dans la conduite de balle, dans la technique, on va partir du principe que Tchaletatsar ne jouera pas. Parce que pour l'instant, c'est ce qui semble se dessiner. Donc, tu perds ton triangle défensif qui était Camara, Saliba, Tchaletatsar, donc ta défense centrale et ton 6. Aujourd'hui, tu les as remplacés par Mbemba, Gigot et Verretou. Est-ce que intrinsèquement c'est meilleur? Je pense pas du tout. Donc, est-ce que tu vas pouvoir jouer le podium avec une défense Mbemba, Balerdi, Gigot? Je pense qu'il y aura une arrivée au 31 août, mais bon, là aujourd'hui il n'y en a pas, donc on verra. Mais je pense pas. Je pense que ça peut vraiment être le talon d'Achille de cette équipe si ça reste en l'état et que Tchaletatsar pourrait très vite revenir jouer d'ici la mi-septembre. S'il n'y a pas d'arrivée. Qui nous dit je pense que Tudor ne met pas Touré parce que maintenant on a 2 pistons qui montent et on peut plus se permettre les montées folles de Touré. C'est vrai qu'il avait des montées pendant les matchs de prépa. Bon, après ça c'est pas grave, tu peux juste lui dire de pas le faire. Hein. Bon, allez, Tchaletatsar, Tchaletatsar, il le faisait. Je pense pas que ce soit un vrai argument, ça, en vrai. Et Yannis qui propose Eric Bailly, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais Eric Bailly, j'en ai parlé. Non. Mais par contre, je pense pas que ce soit une bonne idée. L'OM a été intéressé. Le clan Bailly est très, très, très gourmand sur tout ce qui est commission et tout ça. Mais l'OM et Sampaoli étaient intéressés. Hein, mais ça s'est pas fait. Regardez, il est toujours chez Manchester United, mais avec un bon de sortie. Un peu comme nous avec Alvaro. C'est celui qui dit s'il te plaît, il l'a.
Et il n'arrive toujours pas à trouver de club. Eric Bailly, il est en perte de vitesse totale, il est fragile physiquement. Non, merci. Bailly Les gars, est de l'ailleurs aussi. on va conclure sur ce match, juste en évoquant rapidement les recrues. Je veux juste revenir sur Balerdi. Vas-y, juste un point. Vous savez tous que voilà, j'aime plutôt bien le style, mais là, c'est vrai que les erreurs de concentration, ça commence à faire beaucoup. Et malheureusement, je ne sais pas s'il va réussir à dépasser ce plafond de verre au niveau mental, parce que mine de rien, il n'est pas manchot avec ses pieds. Par exemple, dans la construction du jeu, il est utile. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on demande en premier lieu à un défenseur. Un défenseur, on lui demande d'être concentré pendant 90 minutes défensivement. Et là, on commence à compter trop de matchs à l'OM où il te coûte, si ce n'est pas un but, au moins une action dangereuse pour l'adversaire. C'est dommage parce que avant cette erreur assez idiote, il fait un bon match. Est-ce qu'on met ça sur le compte de la non-continuité? Parce que je crois que ça faisait 5-6 mois qu'il n'avait pas joué en Ligue 1, il était blessé. Est-ce que c'est un manque de repères ou alors c'est juste son vrai niveau? Je ne sais pas. Je lui donne encore quelques matchs, mais c'est dommage que ces sautes de concentration viennent ternir ses copies à chaque fois. Là, on parle de Clinton dans le chat aussi qui dit qu'il n'a pas progressé parce qu'il n'a jamais vraiment eu de continuité. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi, mais bon, au bout d'un moment. Mais après, parfois, c'est sa faute aussi. Parfois, c'est un peu un cercle vicieux. Tu peux pas avoir de continuité en étant aussi mauvais. Après. Voilà, c'est ça. C'est un cercle vicieux. Il n'enchaîne pas parce qu'il n'est pas bon, mais il n'est pas bon parce qu'il n'enchaîne pas. On a pu lui pardonner beaucoup de choses par rapport à sa première saison où il commence latéral gauche, puis après c'est un bordel avec Villas-Boas, tout ça. Maintenant, entre la saison dernière et cette année. Ça fait quand même plus de 10 buts depuis qu'il est arrivé, les gars, quand même. Je crois qu'on a rarement laissé passer beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup de points, pardon. Les gars, on conclut rapidement sur les recrues qui se sont plutôt montrés à leur avantage sur ce match, notamment nos deux nouveaux latéraux, que ce soit Klose à droite et Tavares à gauche. Je pense qu'on peut déjà parler de recrues qui sont bien installées là, pour plusieurs matchs, avec Tavares et Klose, les gars, là, sur les côtés. Comme on disait après le match, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas deux pistons, deux latéraux aussi performants, aussi adaptés en plus à un style de jeu un peu moderne, quoi. Bah oui, quand tu as des pistons qui prennent les couloirs et qui savent centrer un minimum, forcément ça change le jeu de ton équipe. Et ça faisait des saisons à l'OM qu'on n'avait pas ce profil. On a bien eu Lirola, mais de l'autre côté, tu avais Amavi, donc, qui repiquait parfois dans l'axe, qui avait un style un peu bizarre. Là, le fait d'avoir les deux en même temps, c'est prometteur. Là aussi à voir, Nuno Tavares, il est très bon offensivement, mais il a aussi quelques carences défensives qu'on n'a peut-être pas trop vues aujourd'hui. Donc à voir, à la limite, celui qui est le plus confirmé et qui a l'air d'être le plus régulier par rapport aussi à ce qu'on a vu à Lens, c'est Klose. Mais en tout cas, au niveau du profil, c'est ce qu'il nous fallait. À voir maintenant au niveau de la régularité. Oui, Tavares est un peu foufou et Klose, un peu plus intelligent, un peu plus posé. Mais bon, c'est quand même deux styles qui sont très plaisants à voir jouer. Franchement, ça fait du bien. Moi, je me demande en fait s'ils ne pourraient pas, malgré eux, devenir le point faible de cette équipe si dans la saison on est amené à repasser à 4. Parce que c'est vrai que dans une défense à 4, c'est beaucoup plus de problèmes. Il y a du mal à les imaginer. Ouais, c'est vrai. Espérons qu'on n'ait pas à le faire, parce que l'effectif est vraiment construit pour jouer à 3. Mais si on vient à jouer à 4 derrière, ça peut être très difficile de jouer avec eux. Bah là, l'effectif, tu le construis pour un 3-5-2. Si tu viens à changer en 4-4-2, ça va être compliqué, je pense. Non, mais tu sais, un coach qui ne trouve pas la solution, qui pour un match passe en 4-2-3-1 et d'un coup on gagne 4-0, il dit on va rester comme ça 3-4 matchs, tu vois. Je sais pas, non, je pose juste ça comme ça. Après, c'est possible que ça n'arrive pas. Hein. Mais regardez, Sampaoli l'année dernière, l'effectif était construit pour jouer à 3 tout le long, et puis en janvier, on est passé à 4. Je pense vraiment que la seule raison qui nous ferait passer à 4 derrière, c'est parce que la défense à 3 est tellement catastrophique qu'il faut trouver une solution et sur une défense à 4, ok, mais je pense qu'il y a quand même du chemin avant de repasser à 4. Je dis ça comme ça, je dis pas que c'est dans les plans ou quoi, je dis juste ça peut arriver dans une saison, il y aura 50 matchs, surtout là d'ici novembre, il va y en avoir 25 qui vont se tasser en 3 mois, il peut se passer beaucoup de choses.
Yanis T'as pas- qui dit si on passe à 4 dans la saison, c'est que Tudor s'est fait virer. Voilà. Et C'est possible aussi. c'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. Les gars, quelque chose à rajouter sur ce match ou on passe aux événements un petit peu de cet été? Bah écoute, on a fait une demi-heure, on a fait bien. Under, derrière l'attaquant, vous en pensez quoi? Moi, j'ai bien aimé son match. Moi, la vidéo où il dédicace un camion de glace, c'est mon petit highlight de l'été là. Ah, la C'est quoi- vidéo c'est qui quoi tourne ça est encore incroyable. Elle est incroyable, la vidéo qui Allez tourne. voir ça, c'est incroyable. Bref. Ah, Non, je l'ai pas vu passer. franchement satisfait, moi, de Under dans l'axe. Je ne pensais pas que j'émettais pas mal de réserves. Bon, il s'est vite éteint dans le match, mais sincèrement, il a fait vraiment, vraiment beaucoup de mal. Après, je suis pas sûr qu'il aura beaucoup, beaucoup de place à ce poste-là. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais, Je suis pas mais d'accord. franchement, cool. Moi, pour moi, je suis d'accord sur le match. Il s'est éteint. Après, c'est Under. S'il passe plus un dribble, il sert plus à rien. Mais par contre, quand il passe, il débloque des situations de fou. Mais par contre, pour moi, à terme, dans la saison, il va falloir trouver une autre place à Gerson qui va devoir aller faire chier Rongier et Guendouzi. Parce que ton attaque titulaire, ça va être Sanchez, lui et Payet. Pour moi, ça offre toutes les meilleures possibilités en jouant avec les trois comme ça. Après, je suis d'accord, mais du coup, tu dépasses le débat. Au milieu de terrain, mais qui va sur le banc? Eh oui, je pense que ça sera Gerson. Mais si Gerson veut une place, il va devoir la prendre à Guendouzi ou à Rongier. Après, comme je t'ai dit, tu vas jouer 25 matchs d'ici novembre. Là, il y aura l'équipe type, on va la voir 1 à 2 fois d'affilée. Sinon, après, ça va faire que des roulements. Tu le mets titu, toi, Rongier, d'emblée? Dans un monde idéal, non. Mais après, le travail qu'il effectue, surtout Ouais, mais c'est que voilà, quand tu as en autant début de d'espace à saison, couvrir. Surtout quand tu as autant d'espace à couvrir. c'est pas anodin. Moi, les gars, ma théorie du Gerson part, elle commence à prendre de l'épaisseur. Hein. Sincèrement, moi, je l'ai trouvé pas mal de difficultés devant. Je trouve qu'il était trop haut et que son manque de vivacité, en tout cas pour un jeu aussi vertical, il se faisait ressentir. Et sincèrement, si on ne le met pas plus bas, je trouve qu'on a vraiment de meilleures options devant. Et je me demande du coup, si Tudor ne compte pas sur lui dans le double pivot parce que derrière tu recrutes Verretou, parce que derrière tu as un Rongier qui se révèle indispensable à ce poste-là, je me demande s'il ne faut pas capitaliser sur ça et peut-être le vendre cet été, alors que Gerson, c'est mon joueur préféré d'effectif, tu vois. Je sais pas. Gerson, franchement, je serais très, 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 très étonné qu'il parte là à 6 mois du mondial. Même pas. 3 mois. Alors que ça fait partie des joueurs qui sont en sélection brésilienne, mais qui peuvent sauter si jamais, justement, ils venaient à changer de club, ça marche pas, etc. Tellement ils ont un gros vivier. Surtout Il que était si... plus sur les derniers entraînements, je crois. Ouais, non, quand les Anglais ont pu revenir, je crois qu'il a plus été appelé, si je dis pas de bêtises. Mais bon, il fait quand même partie de la. Non, mais la justement, shortlist, justement, il fait partie d'un groupe large. ouais, voilà, justement, il a une place à aller peut chercher. rentrer ou sortir selon ses performances. Et là, s'il vient à partir, par exemple, en Angleterre, un nouveau championnat encore, etc., ça serait pas le meilleur move pour lui, honnêtement. Ouais. Donc, moi, je suis. Et de toute façon, tu vas en avoir besoin toute la saison, tu vas en avoir besoin de son profil et de lui. Donc, je te dis, dans l'absolu, tu pars avec Under, Payet et Sanchez. Mais après, tu vas avoir besoin d'un Gerson. Tu vas avoir besoin de. Quand Payet n'est pas là, vu que tu n'as plus Harit, il va falloir quelqu'un qui va tenir le poste, qui tient le ballon. Parce que oui, d'accord, jouer la transition, c'est bien, mais il y aura des matchs où tu seras obligé de tenir le ballon parce que quand ça va aligner des bus sur des bus pour t'empêcher de prendre la transition parce que ça ne va pas dépasser la ligne médiane, tu vas avoir besoin de Gerson. Donc moi, je n'ai pas d'infos. S'il se passe quelque chose, en tout cas, je ne suis pas au courant à ce jour. Mais pour moi, il ne bouge pas. Je dis juste que sa place de titulaire indiscutable est en danger. Moi, je suis pas sûr. En vrai, tu me donnes le 11 à faire, là, Gerson, il y est. Ouais, Pas en 10. C'est possible, en 8, à côté de Guendouzi ou de Rongier, parce que les gars, franchement, Rongier, je suis pas non plus un fan absolu du joueur, je trouve que c'est un bon joueur, mais qui a ses limites, mais vous savez, moi, il me fait penser, pas du tout dans le profil de jeu, etc., mais plus dans le statut ou dans ce qu'on pense de lui, il me fait penser à un Matuidi. Tu le mets jamais titulaire, mais il finit toujours la saison à 38 matchs, tu sais même pas comment. J'ai l'impression qu'il arrive à gagner la confiance de ses coachs par son attitude et son abattage. Il couvre tellement de terrain, c'est trop. Hein? De quoi Il couvre trop de terrain. Offensivement et défensivement, même quoi qu'il arrive, il sera titulaire. Quoi, même s'il ne fait pas de folie balle au pied, il est toujours là pour faire le relais, proposer une situation au porteur. C'est difficile de s'en passer, en fait, pour un coach. Surtout pour un joueur comme Gerson qui, des fois, ce travail-là peut saouler. Il sait le faire, mais ça peut le gonfler. Donc,
La complémentarité du duo, du double pivot Gerson-Guendouzi sur le papier, elle est terrible, mais dans la réalité, j'y crois pas beaucoup. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Mais on a 4 joueurs pour 2 places. Veretout, on l'a pas recruté pour cirer le banc. Ouais. Ah, oui, mais il va jouer. il a joué aussi. Veretout et Pape Gay aussi. Hein. Après, Pape Gay, il va Ouais, s'en bah, débarrasser. écoute, mais t'as bon. fait Pape Gay, je pense que Gay part de très loin dans tout. Mais bon, Gay, c'est pour ça que je te dis, S'il s'il y a un embouteillage devant et que tu as quand même envie de mettre Gerson, ben Gerson, il va passer avant Pape Gay dans la rotation. Veretout, il va être là. Hein. Veretout, je pense même qu'il peut menacer Guendouzi. Attention. Mais je pense. En vrai, Donc, en vrai, pour moi, parmi les 4 là, pour les 2 postes, peut-être que Tudor voulait juste doubler et avoir 2 profils de porteurs d'eau, à savoir Rongier et Guendouzi, et 2 autres qui savent davantage manier le ballon et casser des lignes avec leurs passes, etc. Ça, Gerson et Veretout. Et comme l'a dit Idriss, tu vas beaucoup jouer jusqu'à novembre. Les gens ne se rendent pas compte, mais par exemple, jusqu'à la mini-trêve de septembre, là, je crois que tu vas jouer quasiment 9 matchs. Ouais. C'est un rythme inédit, donc forcément que ça va tourner, forcément. Alors, Mais c'est limite pas plus mal d'avoir un effectif doublé comme ça. Il vaut mieux être dans cette situation que dans la situation du triptyque infernal Rongier, Camara, Sanson qui ne bougeait jamais. ouais, c'est bien. Je préfère largement notre situation. Il y en a 2 qui sont à Aston Villa quand même. Bref, je me Ouais, permets, c'est vrai. Mathieu, de trucs, parce que vu qu'on en parle, regardez, je me suis servi de demivolley.com là pour voir les postes doublés, comme dit Amaïs. Donc voilà, ça va s'afficher chez vous dans très Précis, c'est pas des équipes types, etc. Non, C'est juste pour voir les postes. c'est juste pour voir les Ah, postes. ouais. J'ai juste pris en principe d'équipe type, entre guillemets, l'équipe qui a été alignée dimanche. Voilà, Donc, ouais, c'est pas une voilà. équipe type. C'est etc. pas l'équipe C'est- type dans l'absolu, c'est l'équipe qui a été alignée dimanche et leur, T'as pas mis et leur Blanco. porte d'eau. Ouais, non, j'ai mis Paul Lopez, c'est vrai. Mais il est dans la deuxième, Ruben Blanco. Et c'est juste pour voir qu'on a un gros déficit au poste de défenseur central. Alors voilà, là, hop, maintenant, du coup, il y a l'équipe 2 qui va s'afficher. Donc, tu as Balerdi, Gigo, Mbemba, Nuno Tavares, Guendouzi, Rongier, Klose, Gerson, Milik, Under. Dans l'autre équipe, ben, dans ta défense centrale, j'ai pas voulu mettre Yakin parce que je pense pas qu'il jouera Saïd Mamadi. Mais tes 3 défenseurs centraux remplaçants, c'est Isaac Touré, Shehat Kolasinac et Douye Tatsar. Ton milieu, c'est Pape Gay, Veretout, Amavi, Lirola. Et tes 3 attaquants, c'est Payet, Luis Suarez et Alexis Sanchez. Donc ça fait que j'ai pas trouvé de place à Bamba Dieng et à Cédric Bakambu, dans l'absolu, avec l'arrivée de Sanchez, je pense que c'est Bakambu qui perd sa place. Et ben, il manque un défenseur quand même. Parce que Kolasinac, j'espère qu'on n'est pas amené à le faire jouer ici, parce que j'ai mis Amavi, mais en soi, c'est Kolasinac qui est la doublure de Nuno Tavares. Et Tchaï Tatsar, il n'est pas emmené à jouer du tout cette saison. Donc le mercato, il reste 3 Il y a du semaines. déficit en défense. Ouais. Il reste 3 semaines de mercato. Il y a des Surtout que pistes Tchalet Tatsar est sur le départ aussi. Donc, c'est... il y a Ouais, des pistes en défense, Idriss, ou pas? Pardon? Il y a des pistes en défense ou pas? J'ai des noms, mais je peux pas les donner maintenant. Mais oui, ils y travaillent, mais c'est pas, croyez-moi, c'est pas si sexy que ça. À moins que je Ok. sois pas au courant d'un truc, mais c'est de ce que j'ai, c'est pas ouf. C'est des joueurs qui seraient titulaires ou c'est des joueurs qui rentreraient dans la rotation? Par rapport à ce qu'on a, ça peut jouer titulaire, mais ça m'étonnerait pas que ça vienne pas pour être dans... Il y en a un qui est déjà sorti, c'est Zagadou. Mais Oh. après... Zagadou, c'est peut-être la fausse bonne idée. On est le 9 août, il n'y a aucun club qui l'a recruté. Bah, Je me faisais ils cette étaient- réflexion avant-hier, je me dis c'est bizarre, tu vois. Ils étaient sur Malang-Sarr, mais Chelsea a réussi à trouver quelqu'un pour mettre 15 millions. C'était pas mieux, hein, Mais Malang Sarr, voilà, hein, franchement. tout est dans cet acabit-là. Après, Malang-Sarr, là, demain, il arrive, il est titulaire, hein, il fait sauter Balerdi. Mais là, Oh. c'est un bon joueur, Malang Sarr, c'est juste que. Ouais, je suis pas fan, moi. Adamis, hein. Mais c'est mieux que ce qu'on a. À hein. choisir, je préférerais Malang-Sarr que Dan-Axel Zagadou. J'ai vraiment du mal avec lui, perso. Ah, Ça, Malang-Sarr, là, il vient de c'est signer à Monaco. Lukumi de Genk, on en a parlé, ouais, Foot Mercato, on en a Il parlé. a l'air pas bon, lui. Hein. Ah, Je le connais pas du tout. Ça travaille. Ça travaille. Mais voilà, en tout cas, c'est pas là qu'on. À part s'il y a des ventes, donc là, il y a Bakambu et Milik qui partent et les deux, tu arrives à faire un package à 15 millions. Ou là, je pense qu'ils changeraient de piste, mais les pistes sur lesquelles ils sont là, c'est pour ça qu'ils ne les concluent pas très vite, parce qu'ils espèrent encore que ça bouge dans le sens des départs. Mais ouais, c'est pas sexy. Ok. Super clair. Les gars, ça nous permet de faire peut-être le pont avec le mercato, l'intersaison, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? On conclut sur le match. On passe à autre chose. On passe à ce qui s'est passé. Tout cet ça été. parce que tu veux mettre le ben, jingle écoute. mercato. Je vais mettre le jingle mercato tout de suite, s'il te plaît, Idriss. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas difficile, on va les trouver les joueurs. Ben, qui on va aller voir?
C'est pas qui on va les voir, c'est qui va venir nous voir. Bon, ça va, je prends les deux. D'accord. Comment ça? Franchement, il est pas mal ce jingle, quoi. Il est vraiment pas mal ce jingle. Ah là là. Merci aux collègues pour les travaux. Je sais pas qui c'est qui disait dans le chat tout à l'heure, au tout début d'émission, qui disait que faites gaffe, vous allez avoir des problèmes d'auteur un jour ou l'autre. Non, je connais le titulaire des ayants droit du film, qui s'est permis de me faire une petite vanne à ce propos, mais il s'en fout. Bah, ça fait de la pub pour le film d'un côté. Après, mais déjà, regardez-le, les gars. Pour ceux qui l'ont jamais vu, oui. Il est disponible sur YouTube. Vous tapez Les Collègues, film complet. Voilà, c'est du kiff. C'est 1h35 de kiff. Les gars, on va parler de Mercato, mais avant ça, rapidement sur ce qui s'est passé début juillet. Départ de Sampaoli, donc l'OM dans le flou total. J'avais déjà une petite question en préambule, c'est que j'aime bien poser des questions un petit peu taquines. J'ai envie de vous demander, les gars, l'OM deuxième et en crise avant le début de saison, un mois plus tard, est-ce qu'on est à jamais les premiers? Je pense que oui. Gros, on est les premiers à avoir sifflé un coach avant son premier match officiel. Oui, gros, on a été champion et en crise pendant l'été à cause de Ben Arfa. Alors imagine, frère. Plus rien ne me fait peur. On a gagné la Ligue des Champions et derrière, on a fait de la prison, gros. Arrête. Ce club est incroyable jusqu'au bout, gros. Vous l'expliquez comment le fait qu'on était en crise, de manière perçue en tout cas, et qu'il y a eu cette ambiance anxiogène autour du club? Parce que je pense moi, que tout part du nom du coach que tu fais venir, en fait. Parce que si tu fais venir un De Zerbi qui est quand même un peu plus clinquant, déjà, ça part pas autant dans le catastrophisme, je pense. Ouais. Aussi. Mais De Zerbi, je l'ai dit aux Phocéens, et je vais le dire ici pour comme ça sera dit dans le podcast. De Zerbi a bien été contacté par Longoria quelques jours avant que Sampaoli dépose sa démission, parce qu'entre eux, ils savaient que ça commençait à être tendu. Mais De Zerbi, qui a donc fini la saison au Shakhtar avec ce qui s'est passé en Ukraine cette année, veut juste prendre, il est rentré en Italie, il veut juste prendre une année sabbatique pour rester avec sa famille et prendre un peu de recul. Il a complètement le droit. Et je peux vous dire que l'OM s'est montré très, très, très généreux financièrement et qu'il a quand même refusé. Derrière, il a été recontacté par un autre club et il a quand même refusé. Donc, c'était pas juste parce qu'il voulait pas venir à l'OM. Donc, Tudor n'est pas le premier choix de Longoria, c'est le premier choix de Ribalta. Et donc, qui a été validé par Longoria. Mais voilà, la première piste de l'OM, c'était bien Roberto De Zerbi. Donc, c'était pas des saucisses ce qu'on avait. Non, parce que il y a quand même pas mal de gens qui ont dit regardez, Idriss, 13, Marouane, les saucisses. Non, mais faut pas y faire attention à ça. Voilà. Les gars, sur le départ de Sampaoli, rapidement, c'était il y a plus d'un mois maintenant, on va pas s'attarder sur ça. Mais est-ce que c'était pas finalement un peu inéluctable ce qui s'est passé, son départ comme ça précipité par le désaccord sur le mercato? Oui, mais finalement, on en avait parlé, les gars. C'était pas. Je sais pas, je pense que la majorité des supporters l'ont pas pris comme un drame absolu de perdre Sampaoli. C'est le catastrophisme, est plus parti du nom de son remplaçant. Mais sur Sampaoli, est-ce que c'était pas inéluctable, franchement, ce qui s'est passé, les gars? Ça sentait. Au fur et à mesure de la saison, on a senti monter, je sais pas. On le voyait souvent parler de mercato dans les conférences de presse, dire oui, je veux des ambitions, etc. Clairement, il y avait une lassitude parce que en fait, toute l'année, tu avais l'impression qu'il construisait une équipe, qu'on voyait parfois des choses intéressantes, et puis derrière, il chamboulait tout. Et en fait, tu repartais à chaque fois au point de départ. Tu t'enlisais dans des parties où tu dominais par la possession de balle, mais derrière, sur le plan de la verticalité, tu la trouvais pas. Sur le plan du mercato, il disait constamment qu'il n'avait pas ce qu'il voulait. Et derrière, tu finis avec cette Fernand de Boudin où en fait, tu avais tout le monde qui était un petit peu blasé par la situation. On ne souhaitait pas le départ de Sampaoli nécessairement, à part quelques-uns. Je pense à Robespierre, dédicace à lui. Ah, moi aussi. Pour toi aussi, pour de bonnes raisons, des raisons que je peux entendre. Non, moi c'était parce que je voyais arriver la saison de trop, alors que c'était ça une saison et demie. Je connais trop ce club pour savoir que quand un entraîneur est aussi instable, que ça ne peut pas durer sur la durée. Donc je me suis dit, s'il faut s'en séparer, c'est maintenant. En fait, avec son départ, tu sors du fameux schéma entraîneur qui te qualifie pour la Ligue des Champions, qui reste et qui fait de la merde ensuite. Tu l'as vu avec Ilibop, tu l'as vu avec Villas-Boas. Ça te pendait peut-être au nez aussi avec Sampaoli. Avec Albert Raymond, si tu veux remonter plus loin avec Albert Raymond aussi. Oui, avec Albert Raymond aussi. C'est vrai qu'on était un peu coincé dans ce schéma de une bonne saison, une mauvaise, une bonne, une mauvaise, etc. Voilà. Bon, je dis pas on va avoir forcément une bonne saison, mais au moins tu tentes autre chose. Voilà. Ouais, moi c'est pour ça que je voulais son départ. Moi j'en garde plutôt un bon souvenir de Sampa au final.
Ah oui, bien sûr, Moi, bien sûr, bien sûr. j'ai une théorie, les gars. Moi, je pense que pour le mercato, le fait qu'il ait demandé des joueurs et tout, c'est peut-être vrai en partie, mais je pense aussi que c'est un bon bouton pour éjecter Sampaoli de la part du board. Et je pense vraiment qu'il y a d'autres raisons que peut-être. Non, mais ça vient du club, ça vient de McCourt, hein. Ouais. En fait, c'était tendu entre lui et Longoria parce que Longoria devait prendre la défense du club, on va dire, et de pas céder à tous ses caprices. Mais la décision d'avoir la discussion. En gros, en fait, c'est Sampaoli qui démissionne dans les faits, c'est vrai. Mais en l'état, voilà, c'était McCourt qui voulait taper du poing sur la table et lui mettre un épée de Damoclès sur la tête. Et Sampaoli a dit ok, je démissionne. Mais c'est vrai que c'est surtout ces jacassements en conférence de presse, comme tu l'as dit, Merwan. J'ai besoin de gros joueurs, le club m'a fait des promesses sur des joueurs, on va avoir besoin d'investir, il nous faut ci, il nous faut ça. Ça avait tendu le club tout l'été, toute la saison, ils l'ont laissé travailler, ils l'ont rappelé à l'ordre quelques fois. Mais par contre, ouais, pendant l'été, quand le mec te dit Alexis Sanchez, il est disponible, Griezmann, il est disponible, il y a tel joueur qui est disponible, il a demandé 1 million de joueurs, des joueurs internationaux et tout, et le club dit mais on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Lui aussi, tu sais, il est arrivé avec les comptes comme les mecs sur Twitter à dire ouais, mais le CVC, la Ligue des Champions, McCourt, les sous. Hein. et du coup, McCourt a dit frère, calme-toi. et après, voilà, dans les détails, je sais pas, parce que je suis pas entre eux. Mais par contre, ouais, c'est ce qui a vraiment tendu les relations entre Longoria, qui représente le club, et Sampaoli. Et Sampaoli a fait le geste très classe, hein, parce qu'il aurait pu ne pas le faire, de quitter le club par ses propres moyens et de laisser son salaire par terre. Comme l'avait fait Villas-Boas, c'est à rappeler. Et comme le dit Tonio, en vrai, Pablo n'avait pas l'air d'être si triste de le voir partir. C'est vrai que tout porte à croire que c'était pas forcément une décision qui dérangeait plus que ça Pablo Longoria, on va dire, de voir Sampaoli partir. T'as vu quel profil d'entraîneur il met derrière? Un entraîneur qui est là pour exécuter. Exactement. Moi j'ai rien contre Tudor, hein. Je pense vraiment qu'il peut faire du bon taf à l'OM. Mais dans le profil, dans le savoir-être par rapport à la direction, tu t'enlèves une épine du pied avec Sampaoli. Et c'est vrai que je pense que ça a arrangé aussi Longoria, qui a une gestion humaine qui est quand même discutable, voire plus que discutable. C'est pour ça que tout à l'heure on disait est-ce que Tudor voulait un milieu travailleur de ci de là. Je vous le dis les gars, Tudor il a aucun mot sur le mercato. Il est arrivé avec des joueurs. Je sais plus qui tweetait ça il y a quelques jours. Et tu l'as très bien dit d'ailleurs, Merwan, c'est un exécutant, c'est un soldat. Voilà, il va pas faire de vagues. Autant Sampaoli. Profil quand même. Idriss il dit voilà, j'ai besoin de ça et le reste tu me l'apportes quoi. Après oui, comme tout entraîneur, mais c'est pas comme avec Sampaoli où Sampaoli arrive avec des noms et avec Longoria les deux passaient des heures à débattre de est-ce que c'est bien de prendre un tel ou un tel. Tu vois. Là avec Tudor, si Tudor a des envies. Il a le droit d'en parler avec son président, ça c'est une relation normale. Mais par contre, si demain Pablo Longoria a envie de faire venir Zagadou, il va pas dire à Tudor est-ce que ça te dirait Zagadou, il va te dire au fait, là il y a moyen de faire venir Zagadou, il arrive demain. Voilà. La différence qu'il y a avec Sampaoli. Moi ça m'étonne pas. Dans le projet Longoria, il veut faire rentrer le club dans le giron du modernisme européen et dans le paradigme, ok, tu vas devenir un club qui va être malin, qui va être astucieux, mais je sais pas si tu perds pas sur le plan de l'affect, mais bon, on verra, tant mieux. Enfin, tant mieux dans le sens où sportivement, on est quand même à un point beaucoup plus avancé qu'il y a quelques années et je crache pas dans la soupe, mais c'est vrai que sur le plan humain, j'ai quand même des grosses réserves sur la gestion de Longoria. Ducky Smith, déjà merci, et qui nous dit l'ami Ducky Smith, welcome back messieurs, merci mon ami, et qui nous dit la relation Pablo-Sampa était trop passionnée, Sampa a usé Pablo jusqu'à la moelle. Oui, l'inverse c'est peut-être vrai aussi, hein. Comme tu le dis Erwan, peut-être qu'humainement Longoria est aussi difficile je pense les deux, là, à côtoyer au quotidien quoi. Les deux ça devait être insupportable. Imaginez David Friot au milieu là. C'est lui le discret, le taiseux, il est au milieu des deux là pendant les repas du lundi matin là, quand il débriefe les matchs. Il ne devait plus savoir où se mettre. Mais dans tout cas, Pablo Longoria est en première ligne là, avec son choix de Tudor, les gars. D'ailleurs, je peux, franchement, je sais que vous détestez quand je fais ça, mais je suis obligé de le raconter. David Friot a failli se faire frapper par un des dirigeants du centre de formation parce qu'il n'était pas d'accord avec une des signatures d'un des joueurs. Et le gars en question était tellement investi dans cette histoire qu'il s'est levé et il y a eu une course-poursuite dans le bureau entre les deux. On m'a raconté cette histoire il n'y a pas longtemps.
Et ça m'a tué de rire. Je vous la raconterai en off. C'est un des coachs? Non, je vous la raconterai en off. Je donne aucun indice, rien du tout. Ça peut me valoir des problèmes. Non, mais parce qu'on me l'a raconté aussi. Non, ça m'a fait rire. c'est pas un des coachs, mais ça peut me valoir des problèmes. Donc on en parlera en off. Mais Et je bon, voulais que vous c'est une sachiez bagarre, alors. que quand vous regardez David Friot, tu sais, sur les plans de canal dans la tribune présidentielle, vous l'imaginiez dans un bureau ovale en train de courir pour échapper à un mec. C'est tout, ça s'arrête là. On a des questions sur Ribalta, de Kismis et de Wakadunga. J'aime bien ce pseudo. Est-ce qu'on a des petits échos là sur lui, les gars, sur Javier Ribalta? C'est vrai qu'il est un petit peu énigmatique. Hein, on l'a pas entendu, il n'a pas été présenté. On n'a que des photos de lui, on l'a jamais vraiment entendu en interview. C'est pas trop quel profil. Si, il a le profil un petit peu à la Longoria, d'ailleurs, l'ancien recruteur, etc. Ouais, mais c'est le prolongement de son bras. C'est la définition même de bras droit. Moi, de ce que je sais aujourd'hui, c'est lui qui a voulu Tudor, bien évidemment validé par Longoria. C'est lui qui a voulu faire venir Lazovic. C'est lui qui s'est occupé du deal Radonjic. C'est lui qui a essayé de faire partir Luis Enrique en Italie. Il essaye d'user un peu son réseau en Italie. Après, là, te dire clairement quelle décision il a prise, quel visage il a au club. Il travaille beaucoup seul. Il a un bureau au centre, mais il partage pas la vie des autres, quoi. Il est soit dans le bureau de Longoria, soit dans le sien. Donc là, aujourd'hui, difficile de te dire quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui bosse en tout cas. bah, écoutez, on verra ça sur le long terme. De toute façon, c'est difficile de juger là après 2 mois, 1 mois et demi de mercato, 2 mois, c'est compliqué. C'est comme s'il suffit imagine que c'est lui qui ait fait venir Verretou. Dans 3 mois, quand Verretou sera le meilleur joueur du monde, c'est une bêtise, hein. Ben là, il y a des langues qui vont se délier pour te dire ouais, mais alors attends, sur le tel dossier, il a appuyé pour que ça se fasse, tu vois. Donc, tu sais comment ça se passe, on en saura plus dans les semaines à venir, quoi. Tout à fait. Bah, ça a déjà un peu débuté avec Tudor. Hein, aussitôt que les matchs amicaux étaient terminés, voyant l'OM en difficulté, je trouve que l'info selon laquelle Ribalta aurait poussé pour Tudor est vite sortie, tu vois. Elle est vite mise à l'avant, parce qu'on le savait, mais tu sais, elle est vite sortie. ça avait été sorti pendant son arrivée. Mais tu sais, c'était dans les petites lignes. Là, après Milan, c'était au fait, c'est Ribalta qui l'a ramené. Hein. Ouais, c'est vite sorti. Ouais. C'est Ribalta. C'est une commande de rappelle. Pablo, je sais pas. On rappelle. Les gars, on va parler un petit peu mercato parce qu'on est en plein dedans là, et en plus il y a de l'actu chaude avec Sanchez qui va arriver. Mais on va d'abord parler de ce qui a été fait avant d'évoquer Sanchez. Il y avait des besoins criants, on l'a dit. Est-ce que les solutions qui ont été apportées, est-ce que les arrivées là, les arrivées conclues là, depuis le début du mercato vous ont satisfait, les gars? Ama, on t'a pas trop entendu ces dernières minutes, c'est à toi. Bah, le mercato, honnêtement, je suis plutôt satisfait. Je serais totalement satisfait si on renforce la défense centrale qui est le point faible, mais concrètement, moi, entre Klose, Sanchez, Nuno Tavares, Verretou, etc., ce sont des recrues qui, pour moi, vont améliorer l'équipe au niveau offensif de par leur profil. Ça va apporter une meilleure qualité de centre, ça va apporter plus de qualité au niveau de la construction, ça va t'offrir plus de variété au moment de constituer ton équipe. Donc, non, franchement, moi, honnêtement, je suis satisfait, même si on a perdu Camara et Saliba, qui sont qui étaient 2 piliers de l'équipe au niveau défensif. Mais si tu les remplaces par 2 défenseurs plus ou moins corrects, mais que tu t'es renforcé aux autres postes, ben, pour moi, on franchit un palier à ce niveau. Moi, je te rejoins sur Saliba. Après, sur Camara, d'ailleurs, ça peut valoir un petit débat, les gars, d'ici de quelques secondes. Est-ce que, avec le système que veut mettre en place Tudor, le style de jeu que veut mettre en place Tudor, est-ce que ça a lieu d'être d'essayer de remplacer Camara au final? Non. Qui avait un rôle très particulier. Hein. Non, pas par le même profil, mais juste numériquement, c'est ce qu'on fait en fait. Là, dans le système de Tudor, dans le pivot à 2, peut-être que Camara n'aurait pas été très utile balle au pied. Alors que quand tu prends un mec comme Verretou qui est quand même meilleur balle au pied, ben là, tu auras plus de cartouches au niveau offensif. Et c'est en ce sens-là que je suis satisfait, moi. C'est parce que vraiment, tu apportes une variété de profils différents. Et juste pour compléter mon propos par rapport à ce que j'ai dit, puis je laisse la parole. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'on a été obligé de bricoler. On a mis des Luis Enrique, des De La Fuente piston, Luan Pérez, qui est stopper à la base et qui a fait quasiment toute la saison à gauche. Gerson, on l'a mis à gauche, à droite, en 6, en 8.
Et normalement, on ne devrait plus voir ce genre de bricolage a priori cette année, vu la richesse des options à disposition. Donc, le travail est plutôt bien fait, à mon sens, pour l'instant. Pour répondre sur Camara, non. Et puis même cette année, je pense qu'il aurait été en grande difficulté. C'est pas un joueur qui est capable d'être vertical. Bah, il sera allé derrière. Quoi Il sera allé derrière. Bah, ça aurait été bien. Ça aurait été parfait. S'il avait été derrière, ça aurait été très très bien. Mais au milieu de terrain, non. D'accord. Je pense qu'il n'a pas forcément un gros avenir dans ce genre de dispositif au milieu de terrain. Qu'il y aurait peut-être trop d'espace à couvrir trop rapidement pour lui. Et que bah, finalement, tu vois bien qu'avec des milieux, avec d'autres milieux, on arrive à combler les trous. Après, sur le plan du mercato, est-ce que je suis satisfait? Moi, on en parlait encore une fois avant l'émission. Moi, je suis satisfait de partout, sauf au milieu de terrain pour des raisons qui ne sont pas forcément sportives, mais même sportivement, je trouve que Verretou, c'est pas exactement le profil dont on avait besoin, même si ça s'en rapproche. J'aurais bien aimé un milieu de terrain un peu plus travailleur pour faire un pendant un petit peu à Guendouzi qui l'est un peu moins, un Rongier plus avec un peu plus d'aptitude balle au pied, on va dire. Lucas Torreira, ça me paraissait bien. Et derrière, encore une fois, pour moi, on a des défenseurs qui ne sont pas des spécialistes de la relance. Et le problème, en fait, c'est que tu n'en as aucun, vraiment aucun. Et que du coup, tu te trouves avec des défenseurs qui sont fiables, mais pas forcément mobiles ou pas forcément capables de couvrir, de couvrir de manière satisfaisante des grands espaces. Et pour moi, c'est vraiment le gros point faible de cette OM cette saison. C'est qu'on va attendre la fin du mercato pour voir si on va réussir à combler ce gros défaut. Sinon, tout le reste, ça me paraît très très cohérent, sincèrement. Il y a peut-être une chose à reprocher sur ce mercato, et c'est un petit peu la même qu'on constate depuis des années, c'est toujours cette incapacité à vendre, les gars. Mais non, t'as vendu Radonjic. Encore une fois. T'as réussi à vendre le meilleur joueur de l'effectif. Qui d'ailleurs apparemment est déjà adoré par les supporters du Torino. Comment ne pas l'aimer? Des gens qui savent apprécier le football. Oh là 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 là, c'était imbécile. Oui, après un match de coupe, encore une fois. Il était bon coupe avec nous aussi. Voilà, mais non mais les gars, c'est vrai moi que je l'ai mal vécu. Dernier aparté, vu qu'on parle de l'été, moi je l'ai très mal vécu cette journée où en l'espace de 12 heures, on a annoncé le départ de Mandanda et de Radonjic. Lequel t'a fait le plus mal? Mandanda quand même, faut pas déconner, mais tu sais, j'avais envie de dire, vous pouvez pas attendre 2-3 jours pour annoncer l'autre? Pourquoi vous me faites tata d'un coup là? Bref, je te laisse y aller. Idriss, tu as des infos sur pourquoi cette sortie, Mandanda? Pourquoi ce truc dans la... Ah ouais, c'est vrai que ça, le club qui fait à peine un petit tweet, là, même pas de communiqué de vidéo, rien du tout, ça a brisé le cœur. Ça se finit comme ça. Parce que je sais pas s'il y a eu ordre direct, j'ai envie de le penser, mais après, ce serait malhonnête de ma part que de l'annoncer. Mais il se déteste avec Pablo. C'est la raison qui a fait que Mandanda se barre. Ça n'a rien à voir avec Sampaoli, loin de là. C'est qu'avec Pablo se déteste, donc j'ai envie cyniquement, la bave aux lèvres, de dire le club a dû dire vous faites le minimum, mais j'en ai pas l'information, donc je vais pas avancer quoi que ce soit. Non, mais les faits le démontrent quand même. Oui, parce que derrière ça paraît logique, mais après te dire que ça s'est passé comme ça, ce serait malhonnête de ma part. Ok, triste sortie. Franchement, ça fait mal au cœur. On en parlait en plus dans notre émission sur les joueurs marquants. Rappelez-vous, on avait dit, les gars, notre crainte, c'était une sortie par la petite porte par Mandanda. Et bien, on l'a eu. C'est ce qui est arrivé, malheureusement. Malheureusement, non, mais sur les départs, les gars, on sait qu'il y a beaucoup d'indésirables. Alors, Strootman, Amavi, Kaletazza, on essaie de pousser dehors Bamba Dieng. Alors, je te fais la liste. Franchement, c'est fou qu'on n'arrive pas à se séparer de ces joueurs. Vas-y. Je te fais la liste de ceux qui sont amenés à partir. Après, il y a un degré d'urgence dans chacun. Mais sont invités à se trouver un club. Lirola, Kolasinac, Dieng, Bakambu, Milik, bien sûr Tchaïtatsar, et j'ai dit Amavi. Non, mais Amavi, Strootman, ça coule de source. Et Strootman. Donc ça te fait 8 joueurs. Donc bien évidemment, si un mec comme Kolasinac et Lirola partent, il devrait être remplacé. Mais dans l'absolu, il y a 8 joueurs qui sont considérés comme des poids sportifs / financiers. Et le club travaille à faire partir ces 8 joueurs-là. C'est incroyable. Franchement, moi,
Moi, ce qui me frappe, c'est le cas Strootman, surtout, les gars. Comment t'en débarrasser? Qui va en vouloir? Ben écoute, tu lui as dit Ça va finir, tu vas lui payer. Oui, tu fais un scénario à la Sanchez, hein. Tu vas devoir le payer pour qu'il se casse. Hein. Et encore, Sanchez, il a accepté une petite ristourne pour ça avec l'Inter. Là, Strootman, crois-moi, il va aller chercher le moindre centime. Franchement, là, c'est l'incarnation de la catastrophe industrielle, quoi. C'est incroyable. Non, mais il y avait des gens sur le chat l'année dernière qui disaient non, t'es trop dur, c'est pas une catastrophe industrielle. Ah, si. C'est la pire de l'histoire de l'OM, mais sans contestation possible. Allez, écoutez notre émission sur les 30 pires joueurs de l'OM au XXIe siècle. Oui, on en parle, tout à fait. On en parle. Et même Tchalé Tatsar, bon, là, en l'occurrence, il n'a pas joué parce qu'il était suspendu, mais est-ce qu'il est vraiment mis de côté? Je suis curieux de voir ça aussi. Comme je t'ai dit, ça va être un peu un cas particulier. Hein. Bah, c'est comme la saison dernière. C'est la saison dernière, le club. Par jouer. Bah, le club dit au coach, il joue pas parce qu'il veut pas partir, donc il joue pas. Puis le coach, mi-septembre, il regarde son banc, il voit qu'il a Alvaro et Balerdi à mettre derrière, que ça ne le satisfait pas, que dans 2 semaines, il doit affronter Lazio, Nice, Paris en l'espace d'1 semaine. Et il dit, bon, ben, on va le remettre. Donc là, Tchalé Tatsar, lui, il a une Coupe du Monde à aller chercher dans 2 mois, 3 mois. Il est un peu sorti de la rotation, mais bon, on sait qu'il a quand même un statut dans cette équipe. Donc, écoute, là, il voit personne arriver derrière. Il se dit, j'attends tranquillement. Et début septembre, le coach il va voir son banc, il va voir sa défense, et il va me dire de rejouer. Mais dans l'absolu, oui, ils sont en train de tout faire pour le faire partir. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas plus de concurrents. Parce que moi, je suis un club de Bundesliga ou un club de milieu de tableau de Première Ligue, il ne faut pas déconner. Et Tchalé Tatsar, il a sa place quand même. Ouais, Merwan, j'étais d'accord avec toi quand tu parlais du Stade Rennais sur Tchalé Tatsar. Bah oui. Je te rejoignais entièrement. Chercher un mec pour remplacer Naïf Aguerd, tu prends Tchalé Tatsar, c'est régalade. En plus, ils se connaissent bien. Mais moi, je pense vraiment que ses agents, en gros, que lui et son clan ne veulent pas partir. Et que derrière, soit on refuse les offres, soit on fait savoir insidieusement qu'on ne veut pas trop bouger, qu'il va falloir payer pour le. Ouais, mais l'année prochaine, tu fais quoi quand tu seras libre? Tu vas accepter quoi? Parce que là, il est libre. Bah, tu accepteras ça avec une belle prime à la signature et tu seras content. Quoi. Ouais, mais tu accepteras une offre normale. Imagine. Mais moi, je veux pas. Imagine. Attends, je te coupe. Après, je vous laisse parler parce que je parle beaucoup depuis 5 minutes. Imagine, là, à la fin du mois, tu signes un gros défenseur. Je sais pas, j'ai pas de nom, on s'en fout. Imagine, allez, dans le meilleur des mondes, tu fais revenir Saliba. C'est pas vrai, c'est pas possible, mais vous avez compris. Et que ta défense, Gigot, Saliba, Mbemba, avec Balerdi, Issa Touré qui viennent remplacer, ça tienne la route. Tchalé Tatsar, il joue pas 1 seconde de la saison, tu fais quoi? La Coupe du Monde, elle te passe sous le nez. T'arrives en janvier, t'as pas joué depuis 6 mois. Franchement, je sais pas, moi je me casse en vrai. Mais bon. Bah oui, mais bon, je pense que lui, au final, il a son gosse qui est né à Marseille, il est avec sa femme, il fait beau, il était à Saint-Tropez hier, et que derrière, tu vois, genre, il aura toujours des offres l'année prochaine à des salaires. Attention les gars, il y a un téléphone à côté les gars. C'est pas moi, je ne bouge pas depuis tout à l'heure. Le téléphone est. Je viens de jeter le mien à l'autre bout du salon, mais bon. Excusez-nous ceux qui Désolé, ça sera coupé pour ceux qui. Vas-y, tu peux reprendre, Merwan. Ok. Oui, non, donc je disais qu'il a son salaire, il est à Saint-Tropez hier, et que Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, derrière, il aura des offres l'été prochain avec une belle prime à la signature. Moi, je veux pas croire qu'aujourd'hui, quand Woodface du Stade de Reims a des offres, que Douye Tchalé Tatsar, il n'est pas une moitié d'offres. Bien sûr. Sincèrement, faut vraiment arrêter de déconner, quoi. Oui, c'est quand même un défenseur qui est performant. Donc c'est vrai que c'est. Mais c'est un cas particulier. Je crois que c'est même. Il fallait le vendre quand il était encore temps. Oui, c'est peut-être l'erreur. Arrêtez de me parler de cette offre. Oui, c'est la plus grosse. Ressortez les bandes à l'époque. Je ne change pas de position. Ressortez les bandes. Non, mais c'est vrai. À l'époque, je disais quoi? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est l'expression. L'expression les bandes. Je parle français. Arrêtez de me rendre fou, là. Même s'il fallait finir la saison avec Lucas Perrin, il fallait le faire 25-26 ans, mais jamais de la vie tu vas recevoir une offre pareille pour lui. C'est la plus grosse erreur de Longoria niveau vente jusqu'à présent. Les gars, vous attendez quoi là pour ces 3 dernières semaines de mercato on a parlé des ventes, là, des départs. Espérons un non-départ de Bamba Dieng. Hein. Je vous le dis après, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais voilà, moi je le dis. Et croyez-moi, il est déterminé à ne pas bouger un orteil. C'est-à-dire que là, je pense qu'à part le Real Madrid et Liverpool qui viennent le chercher, il ne bouge pas. C'est que dans sa tête, il est beau. La rumeur Newcastle?
Ah non, je ne suis pas au courant. Pour pas te mentir. Aujourd'hui, 90 minutes en Bah, Angleterre. Newcastle, il a sa place quand tu vois. Enfin, peut-être pas titulaire, mais au moins de la rotation, ils ont une ligne d'attaque qui est vraiment moyenne. Qui annonce que bah, lui et Paqueta sont dans le viseur de Newcastle et qui rentrent dans le budget. Donc, Bah écoute, on verra. Mais l'OM le lâche à 10 apparemment, millions. Pas moins. C'est à 10 millions que ça se tape. dernier, dernier truc, c'est qu'apparemment, enfin, c'est ce qui sort, et moi, c'est ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'apparemment, l'agent de Dieng aussi travaille à trouver une porte de sortie en PL. Et moi, c'est ça qui m'a étonné parce que le joueur a quand même l'air assez déterminé. Et pour moi, il n'y a qu'une possibilité pour que Dieng reste à l'OM, c'est que derrière, le club arrive à y trouver son compte avec Bakambu et Milik. Bah c'est ça, parce que moi je suis l'agent de Dieng, je suis obligé de me mettre au travail quand tu sais que tu vois arriver Luis Suarez, tu vois que Bakambu et Milik ne bougent pas, et surtout que tu vois arriver lui Alexis Sanchez. Tu dis bon, on va peut-être lui trouver, on va peut-être chercher à quelque chose pour Bamba, parce que bah, Bamba il est amené à la jouer la Coupe du Monde avec le Sénégal. Hein. Donc il va falloir se mettre en jambes et se mettre au niveau aussi. C'est pour ça qu'il veut pas bouger, attention. C'est vrai qu'il aime le club et tout ça, mais bon, c'est pas parce que. C'est pas par amour du club, c'est parce que c'est risqué pour lui d'aller découvrir un nouveau championnat, un nouvel effectif, alors qu'il y a une Coupe du Monde à jouer dans 3 mois. Le club lui a fait une offre de prolongation ou pas? Parce qu'il y a ce bruit-là qui est. Pas que je sache. Apparemment, certains disaient que Longoria voulait le prolonger, mais Dieng a refusé. Et du coup, bah, il y a ça aussi qui rentre dans la balance. Parce que moi, sincèrement, hein, je le vends aujourd'hui, Dieng. Je trouve que Suarez est plus approprié pour être le 9 de l'Olympique de Marseille que Bakambu. En fait, le truc, c'est que pour moi, Dieng a besoin de jouer pour s'améliorer. Et pour moi, en fait, il a des défauts qui sont criants. Et si on veut espérer combler ces défauts-là, il faut qu'il joue. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas l'attaquant le plus adapté pour être en pointe. Il n'a pas le volume de jeu pour moi. Il a la verticalité, il n'y a pas de souci, mais le volume de jeu, il l'a pas. Et je pense que Suarez a intrinsèquement est plus fort que Dieng. Peut-être que mentalement, je pense que Dieng est au-dessus. Mais Suarez est très très fort aussi. Et sincèrement, si tu peux en retirer un bon billet avant que potentiellement ça s'effondre, moi, je prends la vente de Dieng, sincèrement. Après, le truc, c'est que si on peut vendre Milik et Bakambu, je prends aussi, et Dieng en backup, c'est pas mal, mais bon, le truc, c'est que trop peu de garanties au très haut niveau. Moi, il faut être honnête, j'ai changé d'avis 17 fois sur Bamba Dieng depuis 1 an et demi, donc j'attends de voir un peu encore. Moi, je vais le garder, mais je suis fataliste. Ouais, un peu comme toi. En parlant d'éventuel départ de Milik, Idriss, est-ce que tu peux m'envoyer le jingle Pastaga, s'il te plaît? Attends. Top jingle. Ah, qui veut un petit pastaga, les mecs, hein? Allez, Oui, vous n'avez sans doute pas raté cette information qui est sortie aujourd'hui dans la presse italienne et que tu as confirmé, Idriss, d'un éventuel intérêt de la Juve pour notre cher attaquant Arkadiusz Milik. Et donc, sur un compte Twitter qui relie l'actu de l'OM, je me suis amusé à regarder les réponses à cette actualité, donc à cet intérêt de la Juve pour Milik. Et j'ai trouvé des tweets assez savoureux, messieurs, donc je vais vous en lire 2 qui entrent directement au panthéon du pastis Twitter. Donc le premier, évidemment comme d'habitude on tait les noms, voilà, on s'en fout. Oui, on n'est pas là pour mettre le propre, on veut juste rigoler, c'est tout. Voilà. Donc le premier qui dit « Bande de ouf, s'il y a moyen de jouer avec Milik en pointe et Gerson Sanchez en ailier, Milik va planter 30 buts cette saison. Qui va faire mieux, Bakambu, Suarez ?» Donc celui-là c'était très drôle. Et le deuxième, déferlement de haine contre Milik. Les mecs ont toujours pas compris qu'en confiance, sans pépin physique, et en plus cette année avec des mecs qui savent enfin centrer, c'est minimum 25 buts assurés. Mais non, on préfère Bakambu, Suarez, emoji, applaudissements, emoji, sourire à l'envers. Donc voilà, c'est les petits pastaga tweets habituels. La légende qui voudrait que les centreurs fassent marquer 30 buts à Milik. Mais surtout qu'il faudrait qu'il sache se placer dans une surface pour aller marquer, alors que le mec il va toujours au deuxième poteau pour rien. Mais non, mais c'est juste, franchement, moi je l'ai regardé. Hein. Pour moi, c'est juste qu'il est pas assez rapide en fait pour suivre les transitions offensives de l'OM. Mais sinon, les gars, moi, vous n'allez pas me faire dire que c'est un mauvais joueur. Non. Mais le truc, c'est que on en revient. C'est un nom. C'est un nom. Et les gens veulent un nom. Et je pense que ce qu'on appelle le pastaga Twitter, je suis désolé, il y en a beaucoup dans les tribunes du Vélodrome. Oui, bien sûr. Encore plus acclamé. Mais c'est même la majorité des tribunes du Vélodrome, c'est le pastier Twitter. Là. Mais après, nous, on s'en moque, mais heureusement qu'ils sont là. Mais heureusement qu'ils sont là. Oui, c'est le pilier même du club. Nous, on est des merdes, on parle et franchement, ils n'ont pas tout le temps des habits désastreux. Attends, parce que j'allais dire, nous, on parle de notre tour, on fait des émissions, on aime le foot en toge et tout ça. Mais c'est eux le football. C'est eux le football. On se moque gentiment. On répète avec à chaque amour. fois, mais c'est important de le préciser. C'est avec amour. On a tous autour de nous des pastaga supporters.
J'embrasse Mais Seb. même, on a tous en nous, on a déjà dit, on a tous en nous un peu de Pastaga Twitter. Hein. Surtout toi. Moi, j'ai un peu de Pastaga. Mon plus gros Pastaga Twitter qui est ressorti et je m'en suis rendu compte, c'est le jour où Ekichike a fait une célébration au Vélodrome et j'étais énervé. Là, j'ai dit non, là, c'est trop Pastaga. Là, c'est pas possible. Mais t'en démords toujours pas, justement, c'est ça le souci. Et j'en démords toujours pas. Ouais. Bon, un peu moins là, ça va, il est parti. Bon, il est à Paris, mais bon. J'ai vu dans le chat, mais c'est vrai que Conrad, il est encore là. Hein. Et que le truc à Valladolid, ça prend beaucoup plus de temps que prévu et généralement, c'est pas bon signe. C'est vrai. Les gars, au niveau des arrivées là, sur cette fin de mercato, qu'est-ce que vous attendez de. On a parlé du défenseur, éventuellement. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose? Un autre poste qui, selon vous, serait en Alors, moi, je vais pas. Des défenseurs, moi. Déjà, oui, défenseur, mais je vais pas te parler de nom ou de piste. Moi, je cherche une nouvelle muse. Je cherche mon nouveau Radon. Et je vous cache pas. Je pense que c'est Suarez. Voilà, je vous cache pas que Luis Suarez a le profil parfait. Oui. Il a l'air d'être complètement débile. Mais je vais m'abstenir et attendre quelques matchs avant d'eux. Mais c'est vrai que je suis encore à la recherche de mon nouveau roi. Ma nouvelle machine à fou rire par match. Parce que Balerdi, ça coûte trop de buts, donc ça me fait pas rire. Lirola, il a la tête qui va avec. Mais il va pas beaucoup jouer. Alors que Suarez, je pense que là, je tiens mon nouveau. Non, mais Suarez, il est trop fort pour que tu puisses. Attention à Tavares. Je pense pas. Ah, lui, il galoche des kleps, c'est tout. Non, ça, c'est déjà trop loin pour moi. Non, ça va trop loin. Je peux pas suivre ce délire. Radonjic, lui, c'était juste, il aimait bien le plastique, quoi, c'est tout. Mais non, Luis Suarez, ça a l'air. Et je pense pas qu'il soit si fort que ça, attention. Donc, on va voir. Non, mais après, c'était pas. Je dis pas, moi, que c'est un œuf ou que c'est un crack, etc. Non, je sais. Mais je pense qu'en fait, il va pas être ridicule comme l'était Radonjic. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Radonjic, contre le c'était Milan, vraiment. j'ai vu des courses. Contre le Milan, j'ai vu des appels, des courses, des prises de balle. J'ai dit, oulala, lui, il m'excite. Lui, il m'excite. Normalement, les gens, ils sont là, oh là là, lui, il va me gonfler. Idriss, il dit, oh non, lui, il m'excite. Ah ouais. La perception du truc. Les gars, on va conclure cette émission sur l'actualité très chaude de la journée. C'est l'arrivée d'Alexis Sanchez qui va débarquer ce soir à Marseille. Et j'ai envie de poser une question, tout simplement. Est-ce que ça vous excite, une arrivée comme ça? 33 ans, alors ça, c'est peut-être un peu pour le côté réserve, j'ai envie de dire. C'est plus le même joueur qu'avant, mais on parle quand même d'Alexis Sanchez. Cette saison, 34. Voilà. On parle quand même d'Alexis Sanchez, les mecs. Ah non, moi, si tu me demandes mon avis, je suis très impatient à l'idée de le voir sous les couleurs de l'OM. Comme je dis dans un tweet, je m'en fous qu'il va avoir 34 ans en décembre. C'est Alexis Sanchez qui a encore beaucoup de reste. Hein. Mine de rien, le mec, il est encore titulaire en sélection et pas qu'un peu. C'est la star de l'équipe. Il était dans la rotation de l'Inter. Il a utilisé le temps de jeu qu'il avait plutôt pas trop mal. Et pour ceux qui sont sceptiques, on n'est que l'OM, les gars. Je suis désolé. Donc, un mec comme Sanchez, bien sûr qu'on le prend. Après, peut-être que ça sera un flop, j'en sais rien. Mais juste sur le papier, tu ne peux pas ne pas être excité. C'est pas possible. Yanis qui demande sportivement qu'en pense l'interiste du groupe. Je pense qu'il s'adresse à toi, Idriss. Écoute, Sanchez, qui a une vision un peu affective de l'Inter et donc tu l'as vu jouer ces derniers mois. Écoute, moi, je suis plutôt content. Parce que c'est toi qui m'as mis c'est toi, Mathieu, qui m'a mis mon point positif dans la tête. C'est qu'à la base, j'étais plutôt sceptique parce qu'à l'Inter, il manque vraiment d'explosivité. Et au niveau des défenses de Serie A de Ligue 1, dans la façon de se placer sur la hauteur de la ligne, c'est plutôt similaire. Donc c'est vrai qu'il avait toujours beaucoup de mal. Il arrivait surtout à briller par son intelligence de jeu et sa technique, à combiner avec Lautaro Martinez et avec Barella. Maintenant, depuis que tu m'as dit... J'ai vu Burak Yilmaz, 36 ans, marcher sur la Ligue 1. C'est vrai que je me dis, c'est vrai, Alexis Sanchez, au final. Et puis, c'est pas juste un joueur qui joue sur son physique, c'est un joueur ultra intelligent, Alexis Sanchez. Donc, je me dis, écoute, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est sûr que si c'était sur lui, que reposaient tous nos espoirs offensifs, je serais en train de te dire, on est dans la merde. Maintenant, dans une rotation avec Suarez, Bamba Dieng, Under, Payet, je me dis franchement, c'est une putain de pioche. Et puis pour parler de salaire, il va tourner légèrement en dessous de 3 millions d'euros l'année. C'est à peu près ce que touche Douicha et Tatsar cette saison. Donc c'est honnête. C'est du 2 saisons, sachant que la deuxième est une option équipe.
Donc c'est l'OM qui a la main de le garder une saison de plus ou pas, sinon il sera libre l'année prochaine. Donc ça, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Tonio qui nous dit c'est super important d'avoir des profils comme Alexis, Ibra au Milan, Giroud, etc. On n'est pas Manchester City. Est-ce que ça rejoint ce que tu disais, Ama n'a pas. Ok, il était remplaçant, joker de luxe à l'Inter, mais bon, Ouais, mais le tu vois, statut de l'Inter n'est pas le même que celui de l'OM, donc Oui, voilà. déjà de une, il n'est pas non plus cramé comme certaines recrues qu'on avait ramené à l'époque. Je pense de suite à Fernando Morientes et Sylvain Whitlock qui étaient fini. Là, Alexis Sanchez, il joue encore, je le répète, c'est archi titulaire avec le Chili qui certes traverse une période délicate dans son histoire. Il joue, et mine de rien, avec l'Inter pas en tant que titulaire, mais dans la rotation. Oui, on prend, surtout quand on voit la gueule de notre effectif. On n'a pas un effectif All-Star 5 étoiles, faut pas se mentir, faut pas se voiler la face. Donc, si moi, ce qui rejoint ce que vous disiez sur le contrat court, c'est important aussi. Vas-y, Oui, Merwan. bien sûr aussi. Vas-y, Non, Merwan. oui, les supporters de l'Inter aussi sont contents qu'il parte, mais pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il avait un énorme salaire. Sinon, dans les performances, on lui a donné son dû, c'est-à-dire que c'était un joueur qui était utile, qui s'est montré décisif, qui était loin d'être scandaleux. Et moi, je pense que quand on aborde son âge, c'est souvent pour aborder un éventuel manque d'explosivité. Quand tu regardes dans les stats, il est dans le top 25% des attaquants qui pressent le plus. Donc moi, je me fais pas trop de soucis, sincèrement. Il était, À 33 ans, t'es pas cramé. à l'Inter, il était bouché par le retour de Lukaku. Hein. Et parce que Ouais. l'Inter voulait aussi se débarrasser de Dzeko, et du coup il serait resté. Mais Dzeko veut pas bouger, donc il fallait faire un choix entre Dzeko et Sanchez. Et du coup, ils ont passé tout le mois de juillet à essayer de convaincre Dzeko de partir. Ça n'a pas été le cas, ils n'y sont pas arrivés. Du coup, c'est Sanchez qui part, mais franchement, à l'Inter, il gardera une excellente image. Je ne vais pas faire le mec italien, tout ça, qui sait comment il sera perçu là-bas, mais dans la sphère interiste que je suis sur Twitter et que je vois dans les émissions, très franchement, Alexis Sanchez, je ne peux pas te dire une fois où vraiment il a été horrible au point de se dire il faut qu'il sorte, il faut que si ou pas. Il est passé à côté des matchs comme tout le monde, mais il a plus été utile qu'un boulet, quoi. D'ailleurs, sur Twitch, il y a l'image de la queue à Marignan en ce moment. Oui, tout à fait. Tout à fait, donc exactement c'est ce que j'allais dire. Il y a déjà du beau monde là, beaucoup de monde à Marignane pour accueillir le joueur qui va atterrir ce soir. Et ça rejoint le commentaire de Yanis que je trouve très bien, qui servira de conclusion. Yanis il nous dit il en avait marre de voir les supporters stambouliotes être heureux de voir Van Persie, Schneider, etc. débarquer chez eux et pas chez nous. On kiffe. Voilà, kiffons un petit peu les gars. Alexis Sanchez, c'est un joueur de classe internationale, plus grand joueur de la sélection chilienne. Kiffons les gars. Franchement, il a été incroyable à Arsenal. Quoi. Arsenal, il a été fantastique, il a été très bon au Barça. Il n'y a que Manchester United où ça s'est pas bien passé finalement. Un des plus grands flops de l'histoire. Ah oui, complètement. Mais de toute façon, à l'époque, le transfert déjà de base sentait mauvais. L'échange Mkhitaryan-Sanchez, le perdant-perdant. Personne n'a gagné dans l'histoire. Exactement. Et Tonio qui lui dit, puis n'oublions pas aussi que c'est un bon gars toujours apprécié dans ses équipes. Oui. Et en plus, il adore les chiens, il a de très beaux chiens. Donc encore un point lui et positif. Nuno Tavares, ils vont se faire des dimanches. Oui, par contre, voilà, il faut pas que Nuno Tavares rende visite à Alexis Sanchez. Pour ceux qui ne sauraient pas, Nuno Tavares galoche des kleps. Hein, voilà. C'est pour ça, c'est pas juste, on n'a pas inventé quelque chose. Nuno Tavares se filme en train de faire une soupe de langue, mais comme rarement vous avez vu à son chien. Donc voilà. C'est dégueulasse. N'allez pas voir ça. Ah si, allez, c'est marrant. Les gars, ben voilà pour cette premier épisode de la saison. Ça faisait plaisir de se retrouver là, tous ensemble, parler foot, OM. On remercie tous ceux qui étaient là dans le chat, Yanis, Tonio, Ariles, Oxymos, Gros Nono qui était là au début, Ducky Smith, Wakadunga. J'aime bien, j'adore ces pseudos. Vidam aussi, Enzo, Lexington évidemment. Merci à tous les gars, ça fait plaisir. On remercie Azir aussi qui était là au début et qui sera quelquefois dans l'émission. Voilà. Plus souvent que l'année dernière. Plus souvent que l'année dernière. Il nous rendra visite plus souvent. Juste pour conclure, les gars, on va un petit peu parler de ce qui attend nos chers auditeurs justement cette saison. J'ai parlé dans l'introduction d'un petit changement de format. Alors on sera toujours là, vous inquiétez pas. C'est juste que la fréquence va un peu changer. On était là quasiment toutes les semaines là depuis 2 ans. Vous l'avez compris l'année dernière, on a déjà parlé. Attends, parce qu'on a encore un problème de grésillement. Et c'est pour que ça soit audible en différé. Donc voilà, c'est bon, c'est arrêté. Est-ce que tu peux reprendre ta phrase du début, s'il te plaît, comme ça je couperai tout le passage.
Donc, j'en parlais en introduction, le format va un petit peu changer pour cette 3e saison de Passe ton ballon. On sera toujours là, rassurez-vous. C'est juste la fréquence des émissions qui va un petit peu changer. Hein. Vous l'avez compris, on en a beaucoup parlé la saison dernière. Nos emplois du temps professionnels à nous 4 étaient parfois difficiles à conjuguer. Donc voilà, il y aura peut-être là, c'est la fréquence qui va réduire. Voilà, il y aura des émissions toutes les 2 semaines, parfois toutes les 3 semaines, parfois pendant 2 ou 3 semaines d'affilée. Qui sait, voilà, c'est la fréquence qui va un petit peu se réduire, mais rassurez-vous, on sera toujours là. Les émissions seront toujours de qualité, hein, ayons la prétention de le dire, messieurs. Et puis voilà, on sera toujours aussi heureux de vous retrouver. Hein. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les gars, sur cette saison qui vient, mais Bah écoute, on va encore passer de bons moments tous ensemble. Écoute, depuis la création de ce podcast, on a connu 2 présidents, 4 coachs. C'est vrai. Donc écoute, voilà, hein, on a connu une révolte, des imbroglios mercato, en veux-tu en voilà. On a connu un mec qui planque un pointeur. Donc bon, on ne demande qu'à vivre des émotions encore cette saison. Donc voilà. La saison va être longue. Surtout qu'il y aura une Coupe du Monde qui va arriver. On va en parler d'ici là, mais ne soyez pas étonnés si vous voyez un Passe ta Coupe du Monde qui arrive. Voilà, parce qu'on va forcément faire quelque chose. On ne va pas attendre pendant 2 mois que l'OM revienne. Donc voilà, on va vivre plein de trucs, ça va être bien. Surtout, il y aura de la Ligue des Champions. Moi, je serai au Phocéen, mais il n'est pas interdit qu'on organise 2-3 trucs. Bref, il va se passer plein de choses pour passer. Il va se passer des choses. Voilà, exactement. Donc, et tout ça, c'est grâce à vous, bien sûr. Vous êtes toujours fidèles au poste. Oui. Merci Gros Nono, d'ailleurs, qui nous dit super émission de rentrée, les gars. Vous êtes à l'image de l'OM en ce début de saison. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, mon ami. Merci à tous. Vas-y, Merwan. Juste une petite bise à Romain Canuti et c'est tout. Eh ben, on l'embrasse, Romain. Qui reviendra nous voir cette saison. Possible. Il reviendra. De toute façon, il y aura des invités aussi. Ah oui, bah ça ne changera pas. Hein. Ça ne changera pas. Je l'annonce dès la première. La vie de ma mère qu'on ramènera Mamadou Niang, c'est bon. Là, il fallait pas le dire. La vie de ma mère. J'en ai pas reparlé avec lui, mais je vous jure qu'on va le ramener. On va te faire pour, en tout cas. Mais du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, chers auditeurs. 3 semaines, je sais pas. Je dirais là, comme ça, je dirais peut-être début septembre. Ouais, c'est possible, en vrai, parce que je viens de capter que je l'ai dit 2-3 semaines, mais toi et Ama, vous partez en vacances bientôt. Oui, donc, là, c'est les vacances, donc c'est un peu compliqué. Ouais. À moins que j'arrive à mobiliser le Comorien nouveau et qu'on fasse un truc à 3, si actualité incroyable il y a ce jour, mais c'est vrai que normalement, début septembre, ouais. En tout cas, pour tout savoir, suivez le compte Passe ton ballon sur Twitter et vous aurez les dates et les thèmes d'émissions à venir. Donc, voilà, pour rester informé, suivez le compte. Écoutez, on se retrouve très bientôt. Du coup, passez un bel été. Profitez bien. Aérez-vous l'esprit. Partez en vacances. Ou restez chez vous. Faites ce que vous voulez. Mais écoutez Passe ton ballon. C'est le principal. Et nous, les gars, on se retrouve tous très bientôt. Salut tout le monde. Salut. Marseillais, écoutez l'hymne borétien. Aux collègues, passe ton ballon. Qu'on la mette au fond. Fais-moi une centre, que je le rentre. De la tête ou du pied, le CB va gagner. Passe ton ballon. Qu'on le mette au fond. Voilà, c'est ça, les gars. Bien dit, ça, fiston.